Bonjour. Depuis quelques années, j'ai entrepris sur Internet de faire le portrait de toutes ces personnes qui ont été béatifiées ou canonisées par l'Église catholique, parfois même certaines qui sont simplement déclarées vénérables, donc dans une enquête qui n'a pas encore abouti de manière infaillible au fait qu'elles peuvent être un modèle voulu par Dieu pour le ciel. Et lorsque j'aborde certaines personnes, c'est véritablement un portrait incroyable. On a l'impression de regarder un peu le ciel au télescope et de voir à chaque fois, que chaque âme est comme un jardin unique, un jardin où le Seigneur habite, avec des histoires de vie qu'on ne peut même pas soupçonner. J'ai même trouvé parfois des vies de saints qui ressemblent tout à fait à ce qu'on voit dans des contes, les contes les plus célèbres. Par exemple, Sainte Germaine de Pibrac, qui est tout simplement l'histoire de Cendrillon, rien de plus, exactement, avec les mêmes choses, une marâtre qui la persécute, et puis une misère au fond d'une étable. Seulement, son histoire se termine dans l'autre monde, puisqu'elle meurt à 20 ans. Ce n'est pas comme dans Cendrillon, où là, les choses se réalisent sur la terre. Je voudrais raconter ici une histoire absolument incroyable, l'histoire de la bienheureuse Marie Poussepin, une femme qui fut une brillante industrielle, inventant tout par elle-même, sauvant l'entreprise de son père, et qui a vécu, tout simplement, au XVIIIe siècle, entre 1653, donc ça c'est le XVIIe siècle, jusqu'en 1744, et là c'est le XVIIIe siècle. On voit comment dans chaque situation, la charité provoque des initiatives de haut niveau, et quelquefois, lorsqu'on a affaire à une femme de cette énergie-là, qui on peut le dire, est une industrielle avant l'heure, les initiatives au service de l'Évangile sont magnifiques. Elle est donc née le 14 octobre 1653 à Dourdan, en pays de Chartrain. Actuellement, ce serait donc le département de l'Essonne, dans la région parisienne. Elle n'est pas issue d'une petite famille, mais d'une famille de bourgeois parisiens, je dirais de petits industriels, mais qui ont eu un rôle très important au cours de l'Ancien Régime, des procureurs, des conseillers, des secrétaires du roi, etc. C'est à un moment où on le voit, la noblesse qui a des privilèges est en train peu à peu d'être supplantée par la bourgeoisie qui, elle, est capable d'entreprendre, de créer des entreprises. Son père s'appelle Claude Poussepin, il est bonnetier de profession, donc on dira ce sont des artisans, pas du tout. Il a fondé quelque chose de plus grand. Il est d'abord propriétaire terrien mais il possède une fabrique de bas de soie à l'aiguille. Donc on peut le dire, ce sont des métiers à tisser qui tissent la soie et qui font des bas qui se vendent très cher évidemment pour les femmes de la haute noblesse. La mère de Marie Poussepin s'appelle Julienne Fourier et cette famille a eu 4 enfants dont un frère Claude qui mourra en 1735. Donc un jour ce monsieur, donc le père de Marie, devient veuf. Et à partir de là, il perd un peu pied pour tenir son rang social, parce que jusqu'ici il avait un statut social élevé et des dépenses importantes, il s'endette. Forcément, à un moment donné, il dépense plus qu'il gagne et donc les huissiers commencent à frapper à sa porte, à faire le siège. Et on le sait, à cette époque-là, lorsqu'on a des huissiers derrière soi, on risque non seulement d'être saisi, mais surtout on risque la prison. Et donc qu'est-ce qu'il décide de faire ? En 1679, donc Marie a alors 25 ans. Il disparaît tout simplement, il s'enfuit et il laisse sa fille et son fils pour gérer seuls les dettes qu'il y a dans l'entreprise. Il refait sa vie ailleurs, c'est une chose qu'on connaît actuellement. Il y a, paraît-il, des disparitions comme cela, des gens qui ont trop de pression et qui veulent refaire leur vie. Marie, jusqu'ici, évidemment, elle était dans le statut des femmes de l'époque. Ça veut dire qu'elle s'occupait plutôt de la prière, de piété, parce qu'elle était extraordinairement pieuse. Mais elle n'avait pas révélé tout son potentiel. Quand elle voit cela, qu'elle se retrouve ainsi, avec le frère qui lui-même est un peu démuni, elle prend les choses en main et elle va les prendre avec efficacité. L'entreprise est ainsi, il n'y a pas de bien. D'abord, premièrement, elle décide de faire lever l'hypothèque. Et pour cela, elle a l'audace de vendre certains biens de famille qui sont là, certaines propriétés.
Et ensuite, avec l'argent qui est en surplus, eh bien, elle se dit, il faut que je relance l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Et voilà comment elle va le faire. Nous sommes au moment où la soie, je dirais les bas de soie en particulier, sont en train de péricliter, sans doute à cause de leur prix prohibitif, mais on est en train de créer en ce moment des industries qui sont fondées plutôt sur des bas de laine. Elle se tient au courant des plus grandes innovations, et il faut voir, elle est un peu seule à porter tout cela. Elle entend parler en fait par un oncle que, en Angleterre, un pasteur protestant a inventé un métier à tricoter les bas. Donc, faire des bas de laine comme ça, avec une sorte de machine qui évidemment sont poussées par une force manuelle. Malheureusement, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc, qu'est-ce que va faire Colbert? Eh bien, il envoie un ouvrier spécialisé en Angleterre qui s'appelle Jean Indret. Et celui-ci, il vient simplement pour observer la fabrique de cette façon-là, sachant que les Anglais, évidemment, gardent leurs secrets industriels. Il observe, il regarde la façon dont ça fonctionne. Il est observateur uniquement dans sa tête, mais en même temps, il relève chaque mécanisme, il regarde comment ça fonctionne. Et quand il revient en France, eh bien, il peut faire reconstruire le métier à tisser, exactement tel qu'il est fabriqué en Angleterre, et ça marche. Marie est au courant dans le milieu du textile de ce qui s'est passé et elle réussit à acheter 4 métiers à tisser, à crédit bien sûr, elle n'a pas l'argent, ça coûte des fortunes ces machines-là et donc elle est la première à se lancer avec son entreprise dans le métier à tricoter des bas de laine. Elle le fait en 1685, elle a alors 32 ans et donc il faut voir, tout ça, toute cette histoire-là, elle l'a fait en 7 ans. Elle relève l'atelier Pousse-Pin et à ce moment-là, il devient l'un des seuls ateliers en France à faire des bas de laine sur un métier à tisser. En même temps, il lui faut des apprentis qu'elle embauche de cette façon-là et très vite, parce qu'elle n'a pas perdu sa foi profonde qui est là, elle se rend compte de l'extrême misère spirituelle où sont les apprentis, même du danger spirituel où elles sont. Ce sont souvent des jeunes femmes qui ont entre 15 ans et 22 ans et qui sont sortant de la campagne démunies aux mains de prédateurs qui peuvent être là dans le coin pour s'emparer de leur vertu s'il le faut. Marie Pousse-Pin est à l'époque appelée mademoiselle, elle n'est pas du tout mariée, mais ce qui est sûr c'est que la ville de Dourdan, grâce à son initiative, devient la 2e ville de France pour le tissage des bas de laine. Maintenant qu'elle est lancée, maintenant que son esprit peut s'occuper davantage de l'aspect spirituel qui l'a toujours intéressée, il faut savoir que Marie Pousse-Pin était très proche des dominicains. Cette spiritualité, elle l'aimait beaucoup, elle considérait les dominicains comme des gens intelligents, des gens qui souvent honoraient la mémoire du grand docteur, le docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, le docteur Angélique, et qui eux-mêmes partaient dans le monde pour évangéliser. Et donc, très proche d'eux, elle avait fini par adhérer dans sa jeunesse au tiers ordre des dominicains. Ça veut dire une façon de vivre dans le monde, en étant quelque part une sorte de religieuse, donc elle s'assénait à une règle tout en étant laïque. C'est quelque chose de très souple comme statut, beaucoup plus souple que si elle était entrée, tout simplement, dans la vie religieuse. Dont ceux qui disent que Marie Pousse-Pin était religieuse, je dirais, c'était plutôt une laïque consacrée. Et donc, ce qui lui permettait évidemment de sortir de sa maison, de ne pas être restreinte par une clôture. Donc, à partir du moment où elle s'aperçoit que ces jeunes filles-là sont véritablement en danger, elle décide de prendre en main avec la même énergie la question de l'apprentissage du métier. Toujours avec cette intelligence, ce sens de l'entreprise, voilà comment elle va se lancer. Elle reçoit donc ces jeunes filles et elles doivent apprendre le métier, effectivement, à leur rythme. Chaque jour, il leur est demandé, si c'est possible, de fabriquer 4 bas. D'abord, dans l'apprentissage, ils ne sont pas les plus parfaits, forcément. Mais si elles arrivent à progresser et que, par exemple, elles en font un 5e, alors là, ce 5e leur est acheté. Tant qu'elles en sont aux 4 bas, qu'elles n'ont pas produit plus, elles sont payées par le fait qu'elles sont nourries, logées, qu'elles sont accompagnées. Mais dès qu'elles gagnent plus, dès qu'elles en fabriquent plus, alors elles peuvent commencer à sortir de l'apprentissage et devenir des ouvrières, et de plus en plus rapides, pour gagner leur vie de manière véritablement intéressante.
Cette méthode correspond à la nature humaine puisque ces jeunes filles donc vont essayer de s'améliorer dans leur technique, de progresser en rapidité, en efficacité, aussi en qualité. Et en même temps, eh bien, elles sont de plus en plus autonomes. Aussi par le travail, Marie Pouspin a le sens du travail bien fait et du travail qu'il faut faire dans la journée. Elle les garde de l'oisiveté, qui est la mère de tous les vices. Mais elle ne va pas se contenter de cela, évidemment. On pourrait dire que là, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'un simple travail ouvrier. Non, elle se soucie de ces jeunes filles, elle s'en soucie entièrement. Elle se soucie de leur vie morale et aussi de leur vie spirituelle. Il faut dire, je l'ai expliqué, qu'elle était devenue dans l'ordre du tiers-ordre dominicain et elle a compris que lorsqu'on s'occupe des personnes, il faut s'occuper des personnes tout entières. C'est vrai que au XIXe siècle, ce que je dis là sera parfois considéré comme étant paternaliste. Ça veut dire que les ouvriers, en ce qui concerne leur vie privée, eh bien, ils doivent être autonomes, être maîtres de leur vie. À cette époque-là, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, on peut le dire, il n'y a pas ces idées-là. On doit aider de toutes les façons possibles. Et donc, elle apporte avec les petits groupes, des petits groupes dominicains qu'elle crée dans son village, elle apporte cette capacité à aider aussi d'un point de vue moral. Par exemple, à donner des conseils pour que la personne ne rentre pas dans le libertinage, où elle aurait du mal à s'en sortir, mais aussi à les centrer sur le sens de la vie, parce que l'homme, évidemment, ne se nourrit pas seulement de morale, il a besoin de savoir pourquoi il est sur terre. Et donc, même cela, il lui arrive d'en parler, et je dirais de cette façon-là, elle est véritablement un modèle. Certains, pour décrire son action, diront eh bien qu'elle était double, elle était présente sur les deux volets de la charité, l'économie et la compassion. Je dirais que cette description-là est un peu caricaturale. Et si on l'avait entendue, elle aurait nié, elle aurait dit non. C'était simplement les personnes qui étaient là autour de moi. Il fallait bien qu'elles travaillent pour pouvoir gagner leur vie, mais en même temps qu'elles apprennent à la gérer comme il le fallait au niveau des économies qu'elles faisaient. Et puis à s'engager à un moment donné comme des femmes autonomes dans le mariage, tout en vivant une vie de piété. Cette vie de piété qui fait que notre vie est équilibrée. Voilà, on pourrait presque décrire son action au niveau des 4 degrés qui concernent l'homme, leur vie physique, vivre, manger, leur vie psychologique, être entouré de tendresse, d'attention, leur vie morale, savoir se diriger comme il le faut avec intelligence comme dans la vie, comme des femmes adultes, et leur vie mystique, se tourner vers Dieu, avoir le sens que cette vie n'est qu'un passage, que de l'autre côté, on verra Jésus, on verra la Vierge Marie, on retrouvera tout ce qu'on aime. Évidemment, quand on repère Marie Pouspin, cette entrepreneuse, cette femme intelligente qu'elle est, on se dit, est-ce qu'elle va continuer à faire ainsi des œuvres qui sont ponctuelles, uniquement dans son village ? Bien sûr que non. L'idée lui vient bientôt, de procéder à une organisation, quelque chose de solide. Et donc, en 1695, elle a 42 ans, elle se lance tout simplement avec courage. Elle lance une communauté du tiers-ordre dominicain avec comme but instruire les jeunes filles et s'occuper de servir les malades pauvres. Ça veut dire qu'en réalité, tout en créant quelque chose de spirituel, elle remplace le manque terrible qui existe à cette époque-là, l'aide sociale. Servir les jeunes filles pour les aider, et puis les malades pauvres, ça veut dire les ouvrières qui ne peuvent plus travailler ou alors qui sont trop âgées. C'est comme si elle créait d'un seul coup dans son secteur non seulement l'apprentissage, mais des caisses de maladie et des caisses de retraite. Cette fraternité qui est autour d'elle, dont elle est l'esprit, s'installe dans le petit village de Saint-Ville, et c'est une véritable innovation. Quelle audace, Il s'agit de vivre ensemble, mais toujours pareil, sans clôture, pas question qu'elle impose. Ce qui se passe chez les religieuses dominicaines, elle veut rester dans le monde avec les religieuses qui sont là, et elle veut pouvoir rayonner de la charité. On peut le dire à partir de ce système-là qui sera extraordinairement développé au XIXe siècle, qui permet, tout en étant religieuse finalement, c'est comme ça qu'elle se définirait maintenant, de vivre entièrement au service de la charité, dans le commandement de l'amour du prochain.
Du coup, à partir de là, évidemment, fondée sur cette organisation, toutes les initiatives qu'elle pense dans son esprit, avec cette charité qui l'enflamme, deviennent possibles, comme par exemple créer une école pour les jeunes filles, pour les petites filles même, pour qu'elles apprennent à lire, à écrire, à compter, et qu'elles puissent ensuite grandir et devenir des femmes adultes. Ce modèle extraordinairement audacieux, je dirais, qui ne peut venir évidemment que de la volonté d'une femme de cette qualité-là, va se développer. Des adeptes la rejoignent peu à peu et d'autres communautés du même style commencent à se réunir dans des communes comme Ono, Main-sur-Loire, Joigny, Massy, Chilly. Au point que, en 1725, elle a maintenant 72 ans, elle est à la tête de 20 établissements répartis dans 6 diocèses. Évidemment, au bout d'un certain temps, surtout à cette époque-là, nous sommes au XVIIIe siècle, dans le premier quart du XVIIIe siècle, il faut une organisation de type canonique. Je veux dire par là que, à cette époque-là, ce sont les évêques qui supervisent tout ce qui se fait. Et donc, forcément, l'évêque de Chartres, lui, commence à mettre son nez dans ce qu'elle a entrepris. D'ailleurs, elle voudrait que cette congrégation qu'elle a fondée maintenant ait un statut canonique. Elle les appelle les Sœurs de la Charité dominicaine. La règle des dominicains joue un tant soit peu, même si elle l'a retravaillé. Et de la présentation de la Vierge Marie. Elle aime beaucoup ce mystère particulier. Et la Vierge Marie présidera ainsi, elle qui est allée visiter sa cousine Élisabeth aussi un peu plus tard, présidera aux œuvres de charité qu'elle veut faire. L'objet de cette congrégation, c'est évidemment de servir gratuitement les pauvres, qui doivent par ailleurs, et c'est ainsi qu'on voit encore le bon sens de Marie Pouspin, ces pauvres doivent se lancer dans la vie eux-mêmes, se prendre en main, gagner leur vie, quitter la mendicité. Elle est consciente que le fait de s'autonomiser par son propre travail, c'est véritablement une façon de se développer dans sa dignité humaine. Quand on voit des photos de Marie Pouspin, des photographies, des peintures, je devrais dire, on voit bien qu'elle n'est tout sauf idéaliste, elle a les pieds sur terre. Et à notre époque, si elle revenait, elle dirait, c'est vrai que parfois, l'assistanat peut provoquer plus de détresse que d'avantage, parce que on finit par se complaire ainsi dans un quotidien de paresse. Pour elle, instinctivement, et ce n'est pas seulement à cause de son éducation, mais c'est aussi par une connaissance vraie de la nature humaine. Le travail, c'est une sorte d'ascèse. De même que l'on marche vers Dieu par une vie mystique, et ça, Dieu sait si elle aime Dieu et si elle aime la Vierge Marie. De même, l'ascèse principale, ça doit être dans le travail. C'est vrai que ce n'est pas facile, surtout avec ce métier qu'elle offre aux pauvres, les métiers à tisser, donc refaire toute la journée le même geste, mais de cette façon-là, la dignité y acquiert quelque chose. Elle prend contact donc peu à peu avec les autorités de l'Église et malheureusement l'évêque de Chartres qui est là, qui voit cette nouveauté, cette chose incroyable, qui n'y est pas du tout habitué, va bloquer les choses. Pour lui, il y a quelque chose qui veut bien reconnaître, mais le lien avec les dominicains lui paraît non acceptable. Peut-être veut-il s'accaparer sa congrégation, peut-être qu'il voudrait un lien simplement avec lui, en tant qu'évêque, ordinaire du lieu. Et elle, qui est pourtant très centrée sur la spiritualité dominicaine, elle renacle un peu, mais à un moment donné, évidemment, il lui faut bien mettre de l'eau dans son vin. Elle a deux solutions, soit elle reste droite comme un chêne et l'évêque cassera son œuvre, soit elle devient comme un roseau, en confiant ça à la providence de Dieu, pour que peu à peu l'esprit qu'elle a insufflé soit reprise peut-être par d'autres sœurs qui lui succéderont et qui recréeront le lien avec la spiritualité dominicaine. Vraiment, quand on regarde l'œuvre de Marie Pouspin, cette femme industrielle, oui, de l'industrie, qui crée un siècle avant, en 1744, elle meurt, donc c'est plus d'un siècle avant la révolution industrielle. Elle crée quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que le pape Léon XIII appellera l'apostolat social, la doctrine sociale de l'Église, dans des choses nouvelles que sont, non plus l'artisanat familial, centré sur un petit atelier, mais maintenant l'industrie. On peut le dire qu'elle sert de modèle. Malheureusement, à sa mort, très âgée, à 91 ans, en 1744, on ne va pas se souvenir d'elle. Elle va être inhumée à Saint-Ville. Pourtant, sa communauté compte 113 sœurs réparties en 20 petits groupes.
Tout au long du XVIIIe siècle, sa petite communauté de dominicaines continuera de subsister, mais quand arrivera la Révolution française à partir de 1791, les religieuses seront dispersées. La Révolution ne veut plus de ces choses qui sont fondées sur la foi chrétienne. Finalement, tout cela va revivre au XIXe siècle. D'abord, on retrouve ses restes en 1857. Il y a sa dalle funéraire qui a été comme abandonnée, qui est rompue d'ailleurs, Et puis, partout, on se souvient de ce qu'elle a entrepris, maintenant que des industries se créent avec des machines de plus en plus industrielles, des machines qui fonctionnent avec l'énergie du charbon. Donc, d'autres maisons de sœurs de la présentation, les sœurs de la charité, on les appelle comme ça, se refondent en Italie, en Angleterre, au Chili, Israël, Pérou, en Colombie, en Côte d'Ivoire même en 1987. Ce qui est fabuleux, c'est que elle qui avait prié pour que la spiritualité soit autour des dominicaines, eh bien le 15 décembre 1959, cette congrégation, les sœurs de la charité, s'agrège de nouveau à l'ordre de Saint-Dominique. En 2011, donc très récemment, la congrégation des Sœurs de la Charité regroupait dans le monde entier 4000 sœurs, dévouées à l'enseignement, mais aussi à la médecine. Rien qu'en France, on trouvait 23 communautés. Évidemment, devant un tel succès, une telle fécondité, cette petite femme-là, sa mémoire, il fallait bien qu'elle soit réactivée aussi dans l'Église catholique qui lui devait tant. Eh bien, justice lui a été rendue sur terre et elle a été béatifiée par l'initiative du pape Saint Jean-Paul II le 20 novembre 1994. Un jour probablement, vu l'énormité de ce qu'elle a créé et qui se répand dans le monde entier, eh bien, sans doute, elle sera canonisée. Ça veut dire que la dimension de sa sainteté tout à fait particulière sera donnée à l'Église universelle. Ça ne peut pas être autrement. Pour moi, Marie Pouspin fait partie de ces femmes véritablement mystiques. La vraie mystique, elle en est le modèle. Parce que un mystique, on le croit souvent, c'est quelqu'un qui a des phénomènes extraordinaires au point qu'il vit dans le ciel et la terre ne compte plus. Non, un vrai mystique catholique, c'est quelqu'un qui vit des deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, il n'y a rien de plus pragmatique, comme le disait Saint Jacques. Vous qui prétendez aimer le Christ, quand quelqu'un vient vous voir et qu'il dit qu'il a faim, vous lui dites « Ah, mais compte sur ma prière, je vais prier pour toi » et vous le laissez repartir sans lui avoir donné à manger. Eh bien, pour Marie Pouspin, c'était tout l'homme, je l'ai dit, qui l'intéressait, pas seulement la nourriture matérielle, comme actuellement on voudrait que la charité se résolve uniquement comme si l'homme ne vivait que de pain, mais aussi, ce qu'il y a de plus important, elle le savait, que les hommes puissent entendre parler du Christ. La charité donne aussi la sagesse, ainsi que, pas seulement aux adultes, mais aussi aux jeunes filles apprenties, et c'est ce qu'elle fit toute sa vie.